Athènes, berceau de la civilisation européenne, lieu de naissance de la démocratie et de la philosophie. Après l'Égypte, quoi de plus naturel que de poursuivre mon exploration par la Grèce? Ce pays a régné sur le bassin méditerranéen durant des siècles, et lorsqu'on parle de philosophie, l'image du sage grec avec sa longue barbe nous vient immédiatement à l'esprit. Socrate, Platon, Aristote, mais aussi Pythagore, Thalès ou Épicure. Des personnages qui nous sont familiers, même si nous ne connaissons pas précisément le contenu de leur doctrine. On sait que la Grèce a entretenu des liens culturels avec l'Égypte, d'où le nom donné à la ville égyptienne de Thèbes, baptisée ainsi par les Grecs parce qu'elle leur rappelait leur cité du même nom. Sur le plan mythologique, de nombreuses divinités grecques empruntent les attributs du panthéon égyptien. Hermès, équivalent grec du dieu Thoth, Zeus, associé à la figure d'Amon, et lorsque Platon parle du voyage de l'âme après la mort, il dit lui-même que cette conception provient des savoirs d'Égypte. Mais la Grèce, ce sont aussi ses sites archéologiques, ses temples, ses monuments, ses colonnes, qui exercèrent une influence considérable sur l'art européen. Toute notre culture occidentale porte l'empreinte des Grecs, à tel point que certains commentateurs n'ont pas hésité à dire que la pensée européenne n'était qu'une longue suite de notes de bas de page au dialogue de Platon. Il n'en fallait pas plus pour me donner envie de reprendre du service. Aller en Grèce pour voir de mes propres yeux les vestiges que nos lointains ancêtres y ont laissés. Toucher de mes mains ces monuments, témoins de l'intelligence et de la détermination humaine. Et une fois encore, je n'ai pas été déçu du voyage. La Grèce est un pays à la croisée des influences. Son alphabet, un peu déroutant de prime abord, nous donne l'impression de ne pas être tout à fait en Europe. Mais sa culture de la table et ses terrasses, son climat ensoleillé et ses oliviers ne dépayseront pas les plus méditerranéens d'entre nous. Les principaux sites archéologiques grecs se trouvent au sud-ouest d'Athènes, dans une région qu'on appelle le Péloponnèse, avec ses longs doigts qui s'enfoncent dans la mer. La plupart de ces sites ont été édifiés entre le XIIIe et le Ve siècle avant Jésus-Christ. Athènes est l'une des cités les plus anciennes au monde, avec une fondation qui remonte à l'an -800. Lorsqu'on visite Athènes, le premier site incontournable est l'Acropole, où se situe le fameux Parthénon, érigé au Ve siècle avant Jésus-Christ en l'honneur de la déesse Athéna. Le temple a été fortement endommagé en 1687, suite à l'explosion d'une poudrière lors d'un conflit entre les Turcs et les Vénitiens. La façade du Parthénon est encore en cours de restauration, comme en témoigne cette grue qui, il faut bien l'admettre, gâche un peu le paysage. Sur une pente de l'Acropole, on trouve le théâtre de Dionysos, dieu de l'ivresse. C'est là que les Grecs se réunissaient pour assister aux tragédies, que Nietzsche considérait comme le sommet de l'art européen. Lors des Dionysies, des concours de théâtre étaient organisés, qui permirent de révéler quelques jeunes talents, parmi lesquels Échille, Sophocle ou Euripide. Le théâtre faisait partie intégrante de la vie culturelle athénienne. Sa fonction n'était pas seulement le divertissement, mais aussi la catharsis, la purgation des passions et l'apprentissage par l'exemple. Au pied de l'Acropole, on pourra s'arrêter devant ce qui passe pour être la prison de Socrate. Pour rappel, Socrate fut condamné à mort par le tribunal d'Athènes en 399 avant Jésus-Christ. Accusé d'impiété et de corruption de la jeunesse, il fut enfermé pendant quelques jours dans cette geôle, en attendant sa mise à mort par absorption de la ciguë. Son ami Criton tentera de le faire s'évader, mais Socrate refusera, au motif que s'évader, ce serait aller contre les lois qui sont le fondement de la cité. Cette prison ne symbolise donc pas seulement le sort réservé aux dissidents. Elle représente le sacrifice d'un homme pour qui les idées survivent à la mort du corps. Le deuxième jour de mon voyage, je découvrais l'ancienne Corinthe. Célèbre pour son long canal, offrant aux visiteurs une vue vertigineuse, Corinthe rivalisa sur le plan économique avec Thèbes et Athènes. La cité est réputée pour ses hétaïres, ses prostituées éduquées et respectées qui influençaient les hommes d'État et inspiraient les philosophes. Le site archéologique de Corinthe se compose principalement des colonnes restantes du temple d'Apollon, dieu de la beauté. Si Dionysos incarne l'ivresse, la fête et la démesure, Apollon incarne la sobriété, la raison et l'équilibre. Pour Nietzsche,
La tragédie grecque était le produit de la rencontre entre ces deux mondes. Le monde chaotique de Dionysos et le monde ordonné d'Apollon. Les amateurs d'ésotérisme y verront probablement une figuration des deux principes à l'origine de l'univers, l'ordre et le chaos. À quelques kilomètres de là, on trouve la cité préhellénique de Mycène, construite durant l'âge de bronze et dont le mythe raconte qu'elle aurait été le royaume d'Agamemnon. Même si sa porte des Lionnes a de quoi impressionner, là encore, on ne peut qu'être sensible au délabrement du site. L'histoire est passée par là, et lorsque l'histoire passe, elle laisse rarement les choses intactes. En Égypte, j'ai vu des monuments dans un état de conservation proche de la perfection. L'obélisque de Karnak, les statues géantes de Luxor ou d'Abou Simbel, comme si les anciens Égyptiens avaient quitté les lieux la veille. En Grèce, je trouvais essentiellement des ruines. Lorsqu'on fait face au temple d'Asclépios à Épidore, dont la façade n'est plus constituée que de ces deux malheureuses colonnes, un sentiment de frustration et de tristesse nous envahit immanquablement. Un sentiment encore plus prononcé lorsqu'on s'arrête à Sparte, devenue aujourd'hui une petite ville touristique et dont il ne subsiste de la période antique que ces quelques blocs de pierre. Je me suis interrogé sur ce sentiment. Pourquoi un tel sentiment ? Ma visite de l'Égypte m'avait-elle rendu insensible au charme des vestiges de la Grèce ? Étais-je devenu une sorte de consommateur culturel insatisfait, se plaignant de devoir reconstituer par son imagination ce que l'histoire avait soustrait à son regard ? Cette question a occupé mon esprit durant tout mon séjour en Grèce. La question des ruines, auxquelles on accorde la valeur précisément parce qu'elles sont des ruines. Mais pourquoi leur accordons-nous cette valeur ? Les ruines constituent une survivance du passé. Elles sont le témoignage présent de ce qui a existé avant nous. Le rappel, en somme, que nous ne serions pas là sans l'histoire qui nous a précédés. Si on trouve que les ruines ont du charme, ce n'est pas tant pour ce qu'elles sont que pour ce qu'elles représentent. La résistance aux forces de l'usure et du temps. Comme si c'était l'histoire dont elles sont porteuses qui leur conférait leur beauté. C'est à Olympie que cette question m'a le plus travaillé. Là, j'ai vu des colonnes dont certaines parties avaient été reconstituées, renforçant davantage encore cette impression que le temps détruit tout. Je me suis alors posé cette question que certains jugeront hérétique. Ne faudrait-il pas restaurer ces monuments, utiliser nos techniques modernes pour leur redonner l'éclat et la grandeur de leur origine, au risque de leur ôter toute authenticité ? On trouve normal de restaurer des toiles de maître lorsque celles-ci sont en voie de dépérissement. Pourquoi en va-t-il autrement des sites archéologiques ? Restaurer, est-ce dénaturer ? Ou est-ce simplement rétablir ? Je m'interroge. Je m'interroge sur notre rapport au passé, sur notre penchant à la mélancolie devant les vestiges des temps anciens. Je me demande si avoir fait des sites de l'Antiquité de vastes musées à ciel ouvert n'aurait pas, paradoxalement, contribué à nous en éloigner, comme si nous tenions à marquer la limite entre nous et le passé, comme si nous préférions les cercueils au berceau. À Delphes, où j'ai achevé ma visite, l'architecture s'intègre magnifiquement dans le paysage qui accueille le site. À la puissance de la pierre montagneuse vient répondre l'élévation de la pierre maçonnée. Un combat entre la nature et la culture, où l'homme est contraint de réaliser des prouesses s'il veut rivaliser avec l'univers. Où la démonstration de force ne sert pas seulement à faire reculer l'ennemi, mais à surpasser notre mortalité. Lever la tête, comme pour mieux éprouver notre petitesse. Lever la tête, comme pour mieux nous rappeler qu'il fut un temps où l'architecture n'avait pas seulement une fonction, mais une signification. C'est là que j'ai ressenti qu'en dépit des ruines et des ravages du temps, la puissance de ces monuments restait intacte. Ces colonnes qui s'élèvent dans le ciel, nous obligeant à plisser les yeux tant elles côtoient le soleil, demeurent une expérience sans équivalent. Toucher le ciel, telle semble avoir toujours été l'ambition des hommes à travers les âges. Toucher le ciel, comme pour se rapprocher des dieux. S'en rapprocher pour leur ressembler, comme si le destin de l'homme était de vouloir devenir Dieu. L'épisode biblique de la tour de Babel est un modèle du genre. Unis par un langage et une volonté commune, les hommes érigent une tour pour atteindre le ciel. Dieu punira cet affront
en détruisant la tour et en mélangeant les langues. Sans communication, pas de communion. L'humanité devra recommencer, réinventer un langage commun, se réunifier pour, un jour peut-être, prétendre à nouveau au titre de divinité. Et quand le mythe devient philosophie, on retombe sur Platon et sa conception de l'âme humaine. L'idée que l'âme est immortelle, qu'au moment de notre mort, elle quittera notre enveloppe charnelle et qu'elle rejoindra les dieux pour l'éternité dans le ciel des idées. J'aimerais à présent donner la parole à Benjamin, organisateur de voyage qui m'a accompagné durant mon séjour. Si vous souhaitez vous rendre en Grèce pour visiter les sites sur lesquels je me suis rendu, je vous laisse ses coordonnées dans la description. Au terme de notre voyage, j'ai demandé à Benjamin pourquoi, selon lui, il fallait visiter la Grèce. Lorsqu'on visite des sites antiques grecs, le premier ressenti que l'on a, c'est peut-être se dire « Oula, c'est un petit peu fouillis » parce que beaucoup de choses sont au sol. Il reste que très peu de vestiges qui sont érigés finalement. Par contre, dans un second temps, une fois qu'on prend le temps, et c'est vrai que ça c'est impératif en Grèce, prendre le temps d'analyser les écriteaux touristiques qui sont mis sur les sites, de lire son guide de voyage par exemple, d'écouter son guide aussi, on arrive à prendre un petit peu plus l'ampleur des lieux. L'Acropole, ce qui m'a le plus marqué, ce sont les escaliers en fait, quand on monte au sommet de l'Acropole et qu'on arrive sur ces premiers vestiges en marbre massif, et où quand on voit l'état de conservation et puis cette roche qui est assez noble en fait, je sais pas, il y a quelque chose qui s'opère, quelque chose d'intangible, une sensation qui est assez intéressante, d'autant plus que certaines restaurations permettent à certains endroits précis des sites de voir quelle taille pouvaient mesurer les colonnes notamment, et essayer ensuite par une sorte de puzzle cérébral d'arriver à prendre l'ampleur du monument en lui-même et d'essayer d'en avoir la perspective. Ce que j'ai adoré à Mycène, c'est ces énormes blocs, ces murs cyclopéens que l'on peut retrouver notamment au Pérou. Le site d'Épidore, l'endroit d'Épidore est magnifique parce que dans une belle pinède, et puis on arrive et on voit d'un coup cet amphithéâtre qui est dans un état de conservation époustouflant. L'île d'Hydra, on doit prendre ce petit bateau pour une petite heure de trajet, et on se retrouve dans ce village très attachant. Le petit port est vraiment très mignon, les ruelles sublimes. On prend plaisir en fait à déambuler en Grèce. Mon travail consiste à organiser des voyages pour agrémenter parfois un projet d'étape un petit peu spéciale ou apporter en tout cas mes connaissances sur des circuits de la pratique touristique à des gens désireux de visiter un pays ou un autre. J'espère que ce bref carnet de voyage en Grèce aura éveillé votre désir d'en savoir plus sur les origines de notre culture et de la philosophie européenne. Et pourquoi pas de vous rendre sur place pour vivre cette expérience. Car ce n'est qu'à la condition de renouer avec ses racines que l'être humain peut espérer déployer ses ailes.